On est le 30 octobre 1974. Mobutu organise le combat du siècle au Congo, celui opposant deux stars mondiales de la boxe, George Foreman et Mohamed Ali. Par cet événement, Mobutu comptait mettre le Zaïre sous le feu des projecteurs et donner une visibilité internationale sans précédent au pays. En parallèle, il organise le festival Zaïre 74 avec James Brown, Myriam Makeba et d'autres stars, faisant de Kinshasa le centre culturel et sportif du monde pendant quelques semaines. Mobutu est reproché d'avoir bâti une fortune personnelle gigantesque en pillant les ressources du Zaïre, vivant dans un luxe extravagant, tandis que son peuple sombrait dans la misère. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'histoire de Mobutu, un homme d'État quelque peu controversé qui pour certains est vu comme un chef d'État visionnaire et pour d'autres comme un tyran mégalomane. Cette divergence de point de vue sur la personne de Mobutu nous pousse à nous interroger. Mobutu était-il le sauveur ou le fossoyeur du Congo? Avant de répondre à cette question, essayons d'abord de savoir qui est Mobutu et comment il accède à la magistrature suprême au Zaïre. Tout commence en 1930. Joseph Désiré Mobutu, né en 1930 à Lisala, au nord du Congo belge. C'est un enfant aux origines plutôt modestes. Son père, cuisinier, meurt tôt. Et Mobutu est surtout élevé par son oncle et sa mère. À l'école catholique, il est reconnu comme intelligent, vif d'esprit, très curieux, mais aussi indiscipliné et turbulent. Il adorait lire, en particulier des ouvrages de philosophie, d'histoire et de politique. On dit qu'il empruntait souvent des livres aux missionnaires et qu'il avait une mémoire impressionnante. Déjà jeune, il avait un caractère fort et un leadership naturel. Il aimait prendre la parole, diriger ses camarades et s'imposer dans les discussions. Ce sont ces traits qui l'ont accompagné plus tard dans son ascension politique et son style de chef autoritaire. Après avoir quitté l'armée coloniale et suivi une formation de journaliste, il entre dans les cercles politiques grâce à Patrice Lumumba, le Premier ministre. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. 30 juin 1960, le Congo devient indépendant. À peine 3 mois plus tard, le président Kasavubu vire son premier ministre Lumumba. Et pourquoi? Le pays vient juste d'obtenir son indépendance, l'armée se mutine. Le Katanga, riche en minerais, fait sécession et Lumumba cherche de l'aide. L'ONU refuse d'intervenir. Alors, Lumumba se retourne vers l'Union soviétique. En pleine guerre froide, ça inquiète. Les États-Unis et la Belgique voient rouge. Et Kasavubu, plus modéré, devient leur allié naturel. Le 5 septembre 1960, Kasavubu annonce à la radio: Lumumba est limogé. Sauf que Lumumba ne se laisse pas faire. Lui aussi révoque Kasavubu. Résultat, c'est le chaos. Quelques jours plus tard, l'armée du colonel Mobutu s'impose avec le soutien occidental. Lumumba est mis à l'écart, son destin tragique est scellé. En 3 mois, le rêve d'un Congo indépendant a basculé dans la guerre de pouvoir. 14 septembre 1960, coup d'État. Le colonel Mobutu neutralise les politiciens, suspend les institutions et s'impose comme arbitre. Lumumba est arrêté, livré aux sécessionnistes katangais, puis assassiné en janvier 1961. Derrière Mobutu, la CIA veille. En pleine guerre froide, Lumumba est vu comme un allié soviétique, donc un danger. Mobutu, lui, est pro-occidental, un pion utile. Après quelques années de transition, les civils reviennent au pouvoir. Mobutu attend, il observe, il consolide son emprise sur l'armée et prépare son moment. 1965, le pays est divisé. Tshombe et Kasavubu s'affrontent. Les tensions explosent. 24 novembre,
Mobutu frappe encore. Deuxième coup d'État. Il prend les pleins pouvoirs, dissout le Parlement, suspend la Constitution et proclame un nouvel ordre. Cet ordre a un nom, le Mobutisme. Et pendant plus de 30 ans, il va régner sur le Congo. Dès son arrivée au pouvoir, Mobutu a une idée fixe. Refonder le Congo, et ça commence par un nouveau nom. En 1971, le Congo devient le Zaïre. Et ce n'est pas juste un changement de façade, c'est une révolution symbolique. L'authenticité, on en parle en Belgique depuis pas mal de temps déjà. On sait que les noms des rues ont été souvent changés, à Kinshasa et dans les autres villes du Zaïre. On a enlevé des statues aussi. On a changé les prénoms. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi de cela? L'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nous Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'Anglais, l'Italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Vous l'aurez bien compris, Mobutu veut forger une identité zaïroise forte. Il impose l'authenticité. Une idéologie censée rompre avec le colonialisme, effacer les traces laissées par la Belgique et redonner une fierté africaine. Fini les costumes cravates importés, place à l'Abacoste, une veste locale, symbole d'identité nationale. Fini les prénoms chrétiens imposés, chaque Zaïrois doit reprendre un nom africain. Et Mobutu donne l'exemple, il abandonne son prénom de baptême et devient Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga. En clair, le guerrier tout-puissant qui laisse le feu sur son passage et qui va de conquête en conquête sans que rien ni personne ne puisse l'arrêter. Mobutu ne veut pas seulement incarner le pays, il veut être le pays. Tous les opposants passent entre ses mains. Tous les pouvoirs passent entre ses mains. Exécutif, législatif, judiciaire. Un parti unique, le MPR, Mouvement populaire de la Révolution. Et autour de lui, tout est verrouillé. L'armée, les médias, l'éducation, rien n'échappe à son contrôle. Mais Mobutu veut surtout moderniser, et vite. Sur le fleuve Congo, il lance Inga 1 et Inga 2. Deux barrages hydroélectriques titanesques destinés à alimenter toute la région en énergie. À Moloku, il fait construire une gigantesque aciérie censée produire 200 000 tonnes d'acier par an. Mobutu veut aussi placer le Zaïre au centre du monde. En 1974, Kinshasa accueille le combat du siècle. George Foreman contre Mohamed Ali. Le monde entier a les yeux rivés sur le Zaïre. Et dans la jungle, Mobutu érige sa vitrine, Badolit, une ville sortie de terre avec port, aéroport, banque, hôpital, et un palais gigantesque de marbre digne d'un empereur. On l'appelle même le Versailles de la jungle. Mobutu se montre en bâtisseur, l'homme qui veut donner une identité au peuple zaïrois, l'homme qui veut industrialiser, électrifier, moderniser son pays. Dans les années 70, il incarne une Afrique qui ose penser grand, une Afrique qui veut briller sur la scène internationale. Mais derrière cette vitrine de puissance et de modernité, se cache une autre réalité bien plus amère. Très vite, les limites du système Mobutu apparaissent. Les projets pharaoniques, confiés à des entreprises étrangères, sont livrés clé en main, sans former les Congolais. Résultat, Inga 2, flambant neuf, n'alimente qu'une fraction du pays. La ligne haute tension vers Chava, un projet à 850 millions de dollars, tourne à moins de 10% de sa capacité. Et l'acierie de Maluku, incapable de traiter le minerai congolais. Elle se contente de recycler de la ferraille. Pendant ce temps, Mobutu s'enrichit. Château, villas, yachts, appartements de luxe. À lui seul, il devient un État dans un État. Dans les années 80, Mobutu vit comme un monarque solitaire. Fatigué, mélancolique, mégalomane. La mort de sa mère et de sa femme le plonge dans la déprime.
et plus personne dans son entourage n'ose le contredire. La corruption devient institutionnelle, les militaires vendent les pièces de leurs propres avions, les officiers utilisent les soldats comme domestiques, l'armée s'effondre et le pays aussi. En 1976, le FMI impose ses plans de stabilisation, mais rien n'y fait. En 1990, la dette atteint 10 milliards de dollars. 10 milliards! Pendant que l'élite s'enrichit, le peuple s'enfonce dans la misère. Voilà, c'est nous qui tient la production du pays. Mais si on vous parle de notre salaire, ça ne tient pas par rapport aux pays limitrophes ici, des voisins, des Gabonais ou des Camerounais, tout ça. Hein? Ça ne va pas. Nous, les conducteurs de train, nous souffrons. Pendant 25 ans, ça ne va pas. Hein? Il y a beaucoup de citoyens qui se sont précipités de quitter leur maison pour venir ici, pour tenter la chance d'être embauchés comme séméniers. Mais en arrivant ici, au lieu qu'on les embauche gratuitement, mais les gens qui sont placés dans des services de placement demandent encore l'argent à ceux qui viennent chercher du boulot et pas pendant qu'ils n'ont absolument rien. Même la fierté nationale Air Zaïre devient une blague. On dit Air peut-être, mais au Zaïre, la seule chose qui ne vole pas, c'est l'avion. Le pays autrefois plein de promesses, le géant africain, s'est transformé en caricature d'État. Et Mobutu, qui voulait incarner le Zaïre, incarne désormais sa décadence. Dans les années 70, Mobutu est contesté par ceux qui l'avaient vaincu. Les anciens Kakangais exilés forment le FLNC, dirigé par Nathanaël Bumba. Leur objectif, faire revivre le rêve de Lumumba et de Moulélé et venger leur exil. En 1977, puis en 1978, ils envahissent le Chaba. Mobutu panique. Son armée est totalement inefficace. Alors, il crie au complot communiste, accuse l'URSS et Cuba et appelle à l'aide. Réponse immédiate, les troupes marocaines parachutées par la France sauvent la mise. 19 mai 1978, 19 mai 2018. Cela fait 40 ans que des soldats français intervenaient à Kolwezi dans l'actuel Katanga, en République démocratique du Congo, appelée alors Zaïre, sous l'emprise d'une rébellion séparatiste. Officiellement, il était question de sauver 2000 Européens menacés de massacre par des rebelles séparatistes. Le 13 mai 1978, en effet, 4000 rebelles en provenance d'Angola et de Zambie, sous l'emprise de Nathanaël Mbumba, avaient pris possession de Kolwezi dans le riche Katanga, avec ses gisements d'uranium, de cobalt, de cuivre et de zinc. En 1978, à Kolwezi, après le massacre de 30 Européens attribués à tort ou à raison aux rebelles, la France envoie la Légion étrangère. La Belgique parachute ses commandos. Ces deux guerres du Chaba révèlent trois réalités brutales. 1. Mobutu est prêt à tout pour rester au pouvoir. 2. Son armée ne vaut rien. Et 3. Il ne survit que grâce à ses alliés occidentaux. Mobutu, autrefois maître du jeu, est désormais prisonnier de ses propres faiblesses. Le Zaïre n'est plus qu'un pion dans la guerre froide. Et le président, lui, ne tient debout que grâce aux parachutes étrangers. Dans les années 90, le Zaïre n'est plus qu'un État fantôme. Mobutu est malade, affaibli, isolé. Son armée ne suit plus et son peuple a faim. Les villes sont plongées dans le noir, les fonctionnaires ne sont plus payés, la misère est partout. En 1996, à l'est du pays, une rébellion naît. À sa tête, Laurent Désiré Kabila. Derrière lui, le Rwanda et l'Ouganda. Et cette fois, l'armée de Mobutu n'oppose presque aucune résistance. En quelques mois, les rebelles traversent le pays. C'est une marche inarrêtable vers Kinshasa. Mobutu, affaibli par un cancer, est incapable de réagir. En mai 1997, sans même se battre, Mobutu s'enfuit. Son règne de 30 ans s'effondre comme un château de cartes. Il trouve refuge au Maroc. Quelques mois plus tard, rongé par la maladie, Mobutu meurt dans l'anonymat. L'homme qui voulait incarner le Zaïre disparaît loin de son pays. Mobutu a-t-il sauvé le Congo du chaos post-indépendance?
Ou l'a-t-il détruit lentement, méthodiquement, pour son propre luxe? Il a construit, puis tout laissé tomber. Il a unifié, mais étouffé toute opposition. Il a donné une fierté nationale, mais en a fait payer le prix à son peuple. Alors, était-il visionnaire inachevé ou le fossoyeur du Congo? Peut-être les deux à la fois. Et vous, qu'en pensez-vous? Mobutu est-il l'image même de la tragédie africaine ou simplement l'un des nombreux produits d'un système occidental corrompu? Dites-le nous en commentaire, débattez, échangez, confrontez vos points de vue, parce que c'est ensemble qu'on éclaire l'histoire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et souvenez-vous, comprendre l'histoire, c'est refuser de la répéter.